Bonjour, je me présente, je suis Dominique Cirinelli, je suis radiopédiatre, ce qui ne va pas vous étonner. Et j'ai deux cours à vous faire aujourd'hui. Le premier cours est un cours sur l'échographie ostéo-articulaire, le deuxième sur la pathologie des tumeurs rétropéritonéales. Alors, sur l'écho, on va commencer tout d'abord l'écho ostéo-articulaire pédiatrique. Je ne vais pas vous faire une description de toutes les pathologies ostéo-articulaires pédiatriques, ce n'est pas du tout le but de ce cours. Vous avez eu hier un cours sur la hanche, je crois, hein, vous l'avez eu hier, en sachant que c'est une des indications, mais ce n'est pas la seule indication, bien sûr, de cette échographie ostéo-articulaire. J'essaye, au travers de ce cours, de vous faire plus passer un état d'esprit. Je ne vais pas vous décrire des choses qui sont décrites ailleurs en pathologie adulte, mais on essaye de comprendre un peu ce qui est spécifique à l'enfant, et quels sont les problèmes que vous pourrez rencontrer, tant du point de vue sémiologique, technique, que pathologique. D'accord ? Donc on va voir des généralités, on va voir la sémiologie normale, et après on verra les indications. Et bien sûr, dans les indications, je ne vous reparlerai pas de la luxation de hanche. Alors, l'échographie ostéo-articulaire pédiatrique, c'est vraiment un domaine en développement permanent. Je le dis tous les ans, mais tous les ans, effectivement, on se rend compte qu'on a utilisé cette technique à des choses nouvelles. Il faut que vous sachiez que notre problème principal, c'est le problème de la pédiatrie, mais c'est encore plus le problème de l'ostéo-articulaire et de l'échographie. C'est la variation de la sémiologie totalement normale, donc physiologique, dans l'espace et dans le temps. Dans l'espace, il y a de multiples articulations qui, chacune, vont avoir leur anatomie échographique spécifique, liée, comme on va le voir tout à l'heure, à la présence du cartilage, mais dans le temps également, puisqu'on va voir qu'avec la maturation osseuse, l'aspect de ces articulations va varier. Donc vous avez toujours ce problème qui est de vous dire, quel est le normal, quel est le pathologique, comment ça devrait être à cet âge-là, à cet endroit-là. Vous avez une chance, c'est que généralement le squelette est symétrique, donc vous vous dites, je vais regarder de l'autre côté, mais faites attention, les variantes sont souvent asymétriques. Donc le côté bilatéral ne vous aidera pas à résoudre tous vos problèmes. D'accord ? Et en fait, votre meilleur moyen de résoudre vos problèmes, c'est l'expérience. C'est d'en faire souvent. Car c'est vrai que si vous êtes amené à faire une échographie d'un coude d'un enfant, alors que vous en faites une tous les 2 mois, c'est évident, ou d'un pied, c'est évident que vous allez être complètement perdu. Donc là, vous allez voir qu'il y a des domaines dans lesquels les choses sont compliquées. Alors, la spécificité pédiatrique du squelette, c'est sa composante cartilagineuse. Cette composante cartilagineuse, elle justifie une attention particulière pour plusieurs points. D'abord, c'est la zone de croissance, avec bien sûr toutes les séquelles que ça peut avoir dès qu'il va y avoir une atteinte, mais aussi sa fragilité. Sa fragilité aux agressions, qu'elles soient traumatiques, infectieuses ou autres. Ces zones de croissance, elles vont maturer avec l'âge, avec une évolution de la morphologie, et toutes les variantes, bien sûr, qu'il nous sera impossible de décrire. Ça nécessite une imagerie adaptée, et sachez, la radiologie, je vous ai mis volontairement cette radio, vous voyez, bien sûr, c'est pas la main d'E.T., c'est une malformation, mais vous voyez que sur cette malformation, si vous faites une radiographie osseuse, une radiographie avec des rayons X, vous voyez que vous ne voyez que l'os. Et donc vous ne savez pas, parce que l'orthopédiste va essayer de savoir, d'accord, il manque des pièces osseuses, il manque des rayons, d'accord, on n'a qu'à les compter, il manque des pièces osseuses, mais sur la radio, vous êtes incapable de savoir, par exemple au niveau du carpe, quelles sont les différentes structures de carpe cartilagineuses qui sont présentes mais invisibles aux rayons X. Tout notre enjeu, lorsqu'on fait de la radiologie ostéo-articulaire, c'est d'essayer de projeter sur une radiographie toutes les structures fantômes qui sont présentes, mais qui sont cartilagineuses. L'échographie va vous aider. Alors c'est vrai que souvent c'est l'IRM qui est le gold standard, et l'intérêt de l'échographie, c'est que ça vous permet très rapidement de repérer ces structures. Le problème, c'est qu'il faut en faire beaucoup pour connaître la morphologie normale. Alors, pour vous montrer, là je vous ai mis une radiographie qui est une radiographie de la jambe d'un enfant. Vous avez la radiographie au milieu, et vous voyez à gauche et à droite les échographies de ces structures. Sur le genou, vous voyez très bien de la métaphyse fémorale à la métaphyse tibiale. Sur la radio, vous ne voyez plus rien, sauf un petit point épiphysaire. Sur l'échographie, vous faites apparaître
les condyles. Excusez-moi, j'essaye de travailler avec l'ordinateur. Donc les condyles fémoraux, mais également tout le plateau tibial, qui sont bien sûr impossibles à voir sur la radiographie. Même chose si je vais à l'extrémité inférieure du tibia, eh bien on verra de la même façon apparaître, d'une part, l'épiphyse tibiale avec la malléole, mais également ici, tout le dôme du talus qui est impossible à voir en radiographie. Ok? Donc tout ça, c'est toujours sur la radio. Il me manque des parties, ces parties, je peux les faire apparaître à l'échographie. L'efficacité de vos explorations échographiques, elles dépendent du patient, son poids et de son épaisseur, parce qu'il est évident que plus il sera petit, plus vous verrez de choses, de son degré de maturation osseuse, parce que plus vous aurez de l'os ossifié, calcifié, moins vous verrez de structures vraiment individualisables. Bon, bien sûr, votre échographie dépendra également de la localisation de l'articulation explorée. On vous apprend à faire des échos de hanche, c'est petit. On fait des échos de hanche, on en reparlera pour voir s'il y a un épanchement intra-articulaire. Mais essayer de voir des choses plus profondes devient beaucoup plus compliqué. À l'inverse, explorer un coude ou un genou ou un poignet devient bien sûr, puisque toutes les structures sont sous la sonde, beaucoup plus facile. Bon, je n'insiste pas sur le côté expérience, mais bien sûr que plus vous en faites, plus vous serez à l'aise. Alors mon but aujourd'hui n'est pas de vous faire l'anatomie de toutes les articulations en fonction du temps, je ne peux pas. Ce que je vais essayer de faire, c'est vous faire un petit peu de sémiologie simple des différentes structures qu'on peut avoir sous la sonde. Et on va s'intéresser essentiellement à l'ostéo-articulaire, pas au tendineux, parce que le tendineux, vous avez l'occasion de le voir essentiellement chez l'adulte. Et on va voir un petit peu la sémiologie qui se dégage de tout ça. Alors la technique, j'insiste pas, bien sûr, vous faites un examen comparatif, oui toujours, mais faites attention aux variantes. Le Doppler couleur, oui, vous l'ouvrez toujours, vous l'allumez toujours, mais sincèrement, c'est un élément sémiologique supplémentaire, pas plus. C'est-à-dire que ça vous permet de voir la répartition de la vascularisation, mais c'est rarement fondamental, ça fait partie de l'examen. Il n'est pas coté, mais ça fait partie de l'examen. Le 3D, j'ai mis un point d'interrogation, j'ai essayé de voir hier en revoyant mon cours depuis combien de temps j'ai mis ce point d'interrogation. Ça fait 8 ans que j'ai mis ce point d'interrogation. Ça fait 8 ans qu'on se dit le 3D, ça va être génial, vous allez voir, on va voir des tas de choses. Et finalement, c'est très décevant. C'est très décevant parce que finalement, avec 2 coupes dans 2 plans différents que vous réalisez, vous arrivez parfaitement à vous faire une idée. Donc bien sûr, ça va arriver, bien sûr, ça va être intéressant. Et aujourd'hui, on se rend compte que toutes nos machines 3D qu'on achète, eh bien, généralement, on ne va pas les utiliser, alors qu'on croyait faire des tas de choses au moment où on l'a acheté. J'insiste beaucoup plus sur un autre élément qui me semble moi fondamental, c'est ce que j'appelle l'échoscopie, l'étude dynamique. Vous avez la chance d'avoir un patient et un mode d'imagerie qui vous permet de voir en direct tout ce qui se passe. Donc ça serait trop bête de se priver de tout le côté dynamique. C'est bon bien sûr pour l'écho articulaire, mais c'est bon pour toutes les échographies, et également les échographies abdominales. Faire une échographie d'un abdomen à la recherche d'une pathologie infectieuse ou inflammatoire sans regarder comment les anses digestives se mobilisent les unes par rapport aux autres, c'est une erreur. C'est la même chose pour l'échographie. Là, je vous ai mis, bon, je ne vais pas insister, puisque vous avez vu l'échographie des hanches hier, je vous ai mis, bien sûr, cette tête fémorale, en fonction de la mobilisation, on peut la faire sortir plus ou moins de son continuum. D'accord? Alors, maintenant, on va essayer de voir l'aspect échographique de ces cartilages qui nous ennuient, puis après, on parlera de l'os. L'aspect sémiologique, finalement, je vous ai mis là une écho de hanche volontairement, parce que je sais que vous avez eu le cours hier, donc vous êtes parfaitement au courant. Maintenant, l'anatomie n'a plus de secret pour vous. Le cartilage va avoir une échogénicité qui va dépendre totalement de sa composition histologique. Et en gros, vous avez 2 types de cartilages qui vont apparaître. Un cartilage qui est un cartilage hyperéchogène, qui est un fibrocartilage, et vous l'avez vu hier lorsqu'on vous a parlé du labrum, vous voyez, c'est cette structure-là, hyperéchogène, c'est du fibrocartilage qui contribue ici à la couverture de la tête fémorale. Ça, c'est du cartilage qui va relativement peu évoluer. Ce type de cartilage hyperéchogène, vous le retrouvez également
au niveau de la tubérosité tibiale antérieure, à la partie toute distale de la tubérosité tibiale antérieure. Beaucoup plus intéressant pour nous est un cartilage qui va apparaître hypoécogène et qui est du cartilage hyalin. Et l'exemple le plus typique, que vous connaissez bien sûr, c'est celui de la tête fémorale, avec cet aspect piqueté, qui est tout à fait caractéristique. Mais si vous le regardez ici, au niveau de la tête fémorale, de l'épiphyse, vous le voyez également, ici où je vous ai mis des petites flèches, au niveau du cartilage de croissance du toit du cotyle. Et si on regarde bien, ce cartilage, bien sûr, vous le voyez ici jusqu'au niveau du talus. Donc tout cet élément-là, c'est tous les éléments que vous ne voyez pas sur la radiographie. Ce que je ne peux pas vous montrer, parce qu'il est totalement indissociable, c'est le cartilage d'encroûtement, le cartilage que nous avons aussi, vous et moi, mais chez l'enfant, il va être noyé dans ce côté hypoécogène. Donc j'ai à la fois du cartilage qui est du cartilage hyalin, et également mon cartilage d'encroûtement articulaire. C'est clair? Alors, lorsque je regarde une articulation, je ne vais pas vous faire le cours sur les articulations, mais on va essayer de voir la capsule et les synoviales. Une capsule et une synoviale, ça apparaît de la même façon, sous la forme d'une zone écogène. Alors, vous savez, si vous connaissez votre anatomie en ostéo-articulaire pédiatrique, c'est important, vous savez que la limite des capsules et des synoviales varie d'une articulation à l'autre, et le cas le plus important pour vous, c'est par exemple de connaître la hanche, puisque vous savez que dans la hanche, vous avez une capsule qui descend très bas sur le col fémoral. À l'inverse, si vous regardez la tête fémorale, la tête humérale, radiale, on va avoir une capsule qui va s'arrêter juste au niveau de la métaphyse. Donc tous ces éléments sont importants parce que l'insertion de cette capsule va totalement modifier la sémiologie de ces épanchements. D'accord ? Alors, là, je vous ai mis volontairement une hanche avec deux coupes différentes. Celle que vous connaissez déjà bien, qui est celle-ci, qui est l'échographie de hanche que vous avez eue hier sur la luxation de hanche. Celle-ci, c'est une autre coupe, qui est une coupe par voie antérieure, qui est faite pour rechercher un épanchement. On va s'intéresser à celle-ci, par voie antérieure, et qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, on peut dire qu'ici, on a la chance, si j'ose dire, c'est moins de la chance pour ce patient, d'avoir un épanchement intra-articulaire. Donc on voit bien ici que la synoviale, enfin plutôt que la capsule, descend très bas ici sur le col fémoral. Elle apparaît donc, c'est ce liseré écogène. Mais ce liseré écogène, il est également doublé en interne de la synoviale. Cette synoviale, généralement, vous ne la voyez pas. Vous la voyez dès qu'elle est épaissie. Elle peut avoir des petits aspects nodulaires, comme ici. Et cette synoviale, qui est spécifique à la hanche ici, en fait, on sait que la synoviale, elle descend jusqu'à l'insertion de la capsule et elle remonte jusqu'à la métaphyse. Donc vous allez avoir ici une double couche de synoviale qui limite l'épanchement intra-articulaire. Donc ce petit nodule qu'on a là, le plus souvent, c'est simplement une petite prolifération synoviale liée à un phénomène inflammatoire. D'accord ? Alors, c'est difficile de bien distinguer synoviale et capsule, et c'est difficile de voir les deux parties de la synoviale s'il n'y a pas du liquide entre les deux. Okay ? Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que, globalement, retenez que dans une articulation, il n'y a pas de liquide visible. Autant on vous dit, vous pouvez toujours avoir un peu de liquide dans le péritoine, ça c'est banal, hein, un fin épanchement dans le péritoine, c'est tout à fait banal. Autant ici, du liquide dans une articulation, normalement vous n'en avez pas. Donc dès que vous voyez du liquide, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Par contre, comme je vous ai dit de faire des échoscopies, eh bien vous allez voir que dès que vous vous mettez à mobiliser une articulation, vous êtes susceptible d'entraîner une contrainte mécanique au niveau de cette articulation et de modifier le liquide intra-articulaire, qui est en très petite quantité, en gaz. Je vous ai montré, vous voyez ici, où sur cette échographie, par rapport à mes échographies habituelles, regardez, vous avez un cerne hyperéchogène qui est ici, entre la tête et le toit du cotyle. D'accord ? Entre la tête fémorale et le toit du cotyle. Qu'est-ce que c'est que cette zone hyperéchogène ? C'est tout simplement des petites bulles d'air que vous avez créées en
modifiant la composition de ce liquide que vous avez transformé en gaz. C'est banal. Et c'est même la preuve que les choses sont bien, parce que si vous aviez soit des cellules, soit des germes, soit des hématies parce qu'il y a un traumatisme, eh bien, cette transformation en gaz ne serait plus. Donc de faire apparaître cette arthrographie gazeuse, c'est un signe de bonne santé de l'articulation. D'accord ? Et si vous cherchez bien, vous allez voir demain ou après-demain quand vous retournez au boulot, enfin après-demain vous allez le voir, je ne peux pas travailler, hein, mais vous verrez, vous allez faire apparaître entre le début et votre fin d'examen ces petites bulles d'air qui vont être mobilisées. Donc ne soyez pas surpris et c'est un signe de bonne santé. Alors, ce cartilage qu'on a vu qu'il était hypoécogène, eh bien il va varier dans le temps. Là je vous ai pris un exemple qui est un exemple tout simplement d'une coupe transversale au niveau de l'extrémité inférieure d'un fémur. C'est pour vous montrer l'évolution dans le temps. En haut vous avez ici, excusez-moi j'essaye de rattraper le... Voilà. Ici, vous avez une coupe qui est une coupe à la période néonatale, et ici, vous avez la coupe d'un adolescent, ou mon genou à moi. Vous voyez très bien que ce qui se caractérise ces coupes, bon, ici, on a de temps en temps la pointe de la rotule, hein, c'est pas ce qui nous intéresse. On va s'intéresser ici, à cette trochlée. Eh bien, vous voyez que ce qui caractérise la trochlée du nourrisson, c'est que c'est une trochlée cartilagineuse. Vous voyez ici, que vous pouvez analyser. Et par contre, du point de vue osseux, le rapport osseux, l'os qui est sous-jacent, est totalement linéaire. Ce qui va caractériser l'évolution de la maturation osseuse, c'est que votre trochlée cartilagineuse va se modifier, mais relativement peu en angulaire, mais que petit à petit, le front d'ossification, le front de calcification, fait que la structure osseuse va devenir de plus en plus proche pour devenir totalement parallèle, ici, à la trochlée cartilagineuse. Et lorsque je fais l'échographie chez moi, le seul cartilage que je verrai, c'est un cartilage d'encroûtement. Ça n'est plus un cartilage qui est susceptible de croître. D'accord ? Donc, cette variation d'anatomie, vous l'avez au niveau de toutes les articulations. Je vous ai pris une simple. Si je vous prends des coupes transversales au niveau du coude, donc pour ceux qui regardent en urgence des radios du coude de l'enfant, vous voyez que quand on a les épicolyes, les épitrochlées et qu'on dit les trochlées, c'est un peu compliqué. Eh bien, l'échographie, c'est la même complexité. D'accord ? Alors, je vous ai parlé, bien sûr, des cartilages, mais je dois vous parler également des différentes parties de l'os. L'épiphyse, on a vu, elle était hypoécogène. On a vu que c'était lié au cartilage de croissance et qu'à l'intérieur de cette épiphyse va apparaître le caractère écogène du point d'ossification. Ça, c'est pas un problème. La physe, c'est le cartilage de croissance. Ce cartilage de croissance, vous le voyez en radio sous la forme d'une zone transparente, et bien à l'échographie, vous allez la voir sous la forme d'une zone qui est une zone hypoécogène entre l'épiphyse et la métaphyse. C'est donc bien cette zone ici, hypoécogène, dans laquelle votre faisceau d'ultrasons va petit à petit être atténué, puis après il devient écogène parce que vous n'arrivez pas à l'enfiler de façon complète. Mais vous avez toujours ici cette zone hypoécogène qui correspond au début de votre cartilage de croissance. Les métaphyses sont bien sûr hyperécogènes, mais la même écogénicité que le reste de l'os. Et lorsque vous êtes au niveau de la diaphyse, j'ai deux choses à vous dire au niveau de la diaphyse. Bon, bien sûr, ça va arrêter totalement le faisceau d'ultrasons. Si vous pénétrez dans l'os, c'est que l'os est perméatif, c'est donc qu'il est atteint, hein, qu'il y a une ostéolyse. Donc, il est continu, il est ondulé. Vous voyez là, ma zone, là où il y a mon petit point rouge, il est ondulé, et cette ondulation est physiologique. Vous allez voir que de temps en temps, vous allez vous dire, il y a fracture, il n'y a pas fracture, qu'est-ce que c'est que ces irrégularités ? Mais on est tellement fin dans l'analyse qu'on fait, que c'est normal d'avoir ces irrégularités. D'ailleurs, si vous passez un doigt sur un os humain, vous voyez que cet os humain, votre doigt, il sent les petites irrégularités. Par contre, ce qui est intéressant pour vous, c'est que vous avez ici, doublant votre corticale, une petite zone hyperécogène avec une petite zone hypoécogène qui est dessous, et ceci limite votre périoste. Vous allez voir que c'est toujours important de voir ce périoste. Donc vous avez toujours la corticale qui est doublée par cette petite zone hypoécogène. Ok ? Bon, c'était la boîte à outils. Je considère que maintenant on a tout dans la tête et qu'on peut commencer à passer un peu aux indications et voir un peu quelques images.
retenez vos questions, on essaiera de les poser à la fin, ne serait-ce qu'à cause de l'enregistrement. Je ne voudrais pas que, pour les personnes qui entendent le cours un peu après, ça soit un peu confus. Alors, les indications des ultrasons. Aujourd'hui, il y a la luxation congénitale de hanche. On vous en a parlé hier. On vous a dit que c'est en train de devenir un enjeu de santé publique parce que des gens considèrent que le dépistage de la luxation congénitale se fait mal dans certaines régions de France. Je ne comprends pas comment ça puisse se faire mal, parce que l'écho de hanche, c'est quand même la chose la plus facile à faire. Et donc, d'après moi, si ça se fait mal, c'est que la structure complète se fait mal. C'est-à-dire depuis la maternité jusqu'au pédiatre. Et je ne vois pas comment on peut aujourd'hui rater des luxations congénitales de hanche. Il arrive qu'on le rate. Normalement, c'est quelque chose d'assez facile à mettre en place. Donc, je ne comprends pas cette agitation soudaine autour de nouveau, il y a des luxations congénitales de hanche. Ça prouve qu'on est très mal organisé. Nos pédiatres et nos radiologues font sûrement d'autres bêtises et ne font pas les choses très simples qu'ils devraient faire. J'insiste là-dessus. Donc après, il y a les boiteries que nous allons voir ensemble. Il y a les infections, donc boiterie infection. Il y a un gros paquet qui est autre. On va voir les malformations, les masses, les inflammations, certaines études biométriques, mais on va voir que là, on rentre dans les choses qui sont vraiment très spécialisées. Et il faut en faire beaucoup pour arriver à être performant de ce point de vue-là. Et je vous ai mis en traumatologie là deux points d'interrogation. Alors ce point d'interrogation, même chose, il existe depuis le début que je fais des cours sur l'ostéo-articulaire pédiatrique, parce que tous les ans on se dit tiens on va faire des choses supplémentaires, et tous les ans on se rend compte qu'on n'en fait pas tellement plus. Parce que certes on peut voir des choses, on en parlera, mais finalement, au quotidien, est-ce que vraiment ça me sert? Et est-ce que c'est au radiologue de faire la traumatologie? Et est-ce que c'est pas plutôt éventuellement à l'urgentiste d'apprendre à faire une coupe échographique qui pourrait lui apporter une information. Ça, on en reparlera à la fin. Alors, la boiterie. Il y a des pédiatres dans la salle, donc je ne vais pas refaire un cours de pédiatrie, en sachant qu'il faut que je m'adapte aux filles. Finalement, qu'est-ce que j'ai comme grandes étiologies? J'en ai trois principales en pédiatrie. La synovite aiguë transitoire, ou, autrement dit, une de hanche, l'ostéochondrite et l'épiphysiolyse. C'est pour les trois causes d'urgence que l'on voit soit dans nos cabinets de généralistes pédiatriques, soit aux urgences, d'enfants qui viennent pour boiterie et pour douleur. L'arrière-pensée derrière tout ça, c'est éventuellement l'arthrite. Mais en sachant que l'arthrite, si c'est infectieuse, c'est surtout petit, et inflammatoire, ça va être le plus grand. D'accord ? Mais parmi ces diagnostics-là, synovite, ostéochondrite, épiphysiolyse, vous savez tout à fait que ce n'est pas du tout le même contexte. L'épiphysiolyse, c'est généralement après une dizaine d'années. C'est le garçon typiquement enveloppé, avec une surcharge pondérale, qui a une douleur brutale. L'échographie dans ces cas-là va être pratiquement inintéressante. Enfin, je ne dis pas pratiquement inintéressante, elle peut montrer des choses, mais finalement, ça n'est pas le problème. Il faut dans ces cas-là ne pas faire d'échographie et penser au diagnostic et faire une radio. Donc on va s'intéresser, nous, aux douleurs, aux boiteries de l'enfant qui a entre 3 et 7-8 ans. Et là, on va avoir synovite et ostéochondrite. Alors, votre échographie, lorsque vous la faites, elle est couplée systématiquement à la radiographie. C'est aujourd'hui les recommandations qui sont faites. Moi, personnellement, on va en reparler, je pense que cette radiographie systématique en cas, par exemple, de suspicion de synovite aiguë transitoire, elle est abusive. Pour l'enfant qui vient pour la première fois avec une suspicion éventuelle de synovite aiguë transitoire, il faut lui foutre la paix, et il faut voir quelques jours après s'il continue à avoir mal ou pas. Et je considère que c'est un diagnostic clinique, il n'y a pas de fièvre, mal à la hanche, on va voir qu'il n'y a pas d'urgence à faire un diagnostic chez le petit, hein, pas celui qui a l'épiphysiolyse, hein, on est dans deux contextes différents. Et je considère aujourd'hui que ce n'est pas besoin de l'irradier, et surtout, ce n'est pas besoin de l'échographie. Et je vais vous donner les signes, on va en reparler. Donc, aujourd'hui, elle est couplée à la radiographie, comme je vous en parle, c'est ce qu'on vous apprend partout. Et l'intérêt de l'échographie est de localiser la pathologie à la hanche. Puisque tous ceux qui font de la pédiatrie savent qu'il est parfois difficile pour l'enfant d'exprimer exactement l'endroit où il a mal. Donc, où il a mal au genou, il ne sait pas trop. Bon. Donc l'intérêt de l'échographie, en montrant l'épanchement, qui va être le signe principal, va dire oui, c'est là qu'il se passe quelque chose. Je vous rappelle également, et je le redirai tout à l'heure, que la sémiologie qu'on va voir à l'échographie n'est pas spécifique sur la hanche. Donc ça ne vous donne pas un diagnostic. Ça vous dit la hanche est malade. D'accord ? Retenez ça, sinon vous allez avoir des gags. Alors,
Je vous ai mis ici la coupe de référence de l'échographie de ces boiteries. À l'inverse de l'échographie de la luxation congénitale de hanche, qui est une coupe coronale, là c'est une coupe par voie antérieure, sagittale, oblique. Je vous ai dessiné ici l'obliquité de la coupe par rapport à la tête fémorale, au col fémoral et au cotyle. Nous allons avoir sur cette coupe sagittale oblique, finalement, la coupe qu'on a vue tout à l'heure en anatomie, c'est-à-dire avec la tête fémorale, le cartilage de croissance, le col fémoral, et devant ici, la capsule, et doublant les faces antérieures et postérieures de la synoviale. Ce que vous allez faire sur cette coupe, vous allez regarder ce qui se passe bien sûr en dehors de l'articulation, mais également ce qu'il y a à l'intérieur de l'articulation, et vous allez chercher un épanchement intra-articulaire. Un épanchement intra-articulaire sous la forme d'une plage anéchogène. Je dis anéchogène parce que dès que c'est échogène, cet épanchement alerte. Ça n'est plus une synovite aiguë transitoire. Cet épanchement pourrait être banal dans le cadre d'une synovite qui doit être anéchogène. Par contre, la synoviale peut être particulièrement épaissie au cours de ce phénomène inflammatoire. En soi, ce n'est pas un signe de gravité. Alors cet épanchement intra-articulaire, vous pouvez le quantifier éventuellement. Généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on prend la distance entre, d'une part, la capsule et d'autre part, le col. Ce qui nous fait donc faire bien une échographie qui n'est pas simplement une mesure de l'épanchement proprement dit, mais de l'épanchement plus de l'épaississement synovial. Dans votre compte-rendu, vous pouvez éventuellement faire la part entre l'épaisseur globale de cette distance que vous avez mesurée et l'épaisseur réelle de l'épanchement. Ça vous donnera une appréciation de la synoviale. Parfois, au début, vous allez avoir un épaississement de la synoviale sans ou avec peu d'épanchement. C'est là où le diagnostic est difficile pour vous. Eh bien, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez mesurer toujours cette distance synoviale-col, et vous allez voir que vous allez considérer que ça peut être significatif dès que vous avez une différence de 2 mm entre le gauche et le droit. Ça veut dire là, je ne vois pas d'épanchement, mais il y a un épaississement de la synoviale. Alors, bien sûr, on allume systématiquement notre Doppler, bien sûr, on a fait par le temps jadis des Doppler pulsés, tous ces trucs-là. Sincèrement, au total, ça nous a apporté peu de choses pour faire le diagnostic des épaishissements synoviaux sans épanchement. D'accord? Cet épanchement, c'est d'habitude un diagnostic aisé. Ce que je vous dis également de faire, c'est que si vous ne voyez pas un épanchement et vous vous dites que cet enfant, il n'y a qu'à l'examiner, vous voyez il a mal, eh bien n'hésitez pas à mobiliser son articulation avec des rotations internes et rotations externes. Et comme je vous le montre ici, regardez ici, en mettant l'enfant ici en rotation externe, c'est le même enfant à 2 secondes d'intervalle, vous voyez que je mobilise vers l'avant cet épanchement qui était peut-être plus postérieur en rotation interne, et je fais apparaître cet épanchement qui n'était pas visible initialement. Donc n'hésitez pas à mobiliser. Il est certain que si votre enfant a très mal, ça sera plus compliqué pour vous de mobiliser. Je vous rappelle également que cet épanchement anéchogène n'est pas spécifique. Par contre, dès que cet épanchement devient échogène, il n'est pas non plus spécifique, ça peut être du sang, du pus, des cellules tumorales, ça peut être tout ce que vous voulez, mais par contre c'est un signe d'appel. Cet enfant mérite beaucoup plus d'attention avec son épanchement échogène que l'enfant qui a un épanchement anéchogène, qui peut tout à fait entrer dans le cadre d'une synovité. C'est bon, c'est clair? Alors, mon enfant qui vient pour une boiterie, la démarche diagnostique, c'est la constatation d'un épanchement, authentifie la localisation à la hanche de la pathologie. C'est déjà important pour ceux qui en s'occupent d'enfants. De temps en temps, c'est compliqué de savoir d'où il a mal. C'est déjà un point. Deuxième point, je vous ai dit qu'il n'y avait pas de sémiologie spécifique, mais retenez que pour ce qui est de la synovite aiguë transitoire, alors il y a des pédiatres dans la salle, ils en connaissent suffisamment plus que moi. Moi, ça fait quand même plus de 35 ans que je fais de la pédiatrie, à part dire qu'on a mis synovite aiguë transitoire pour dire
pour ne pas dire rhume de hanche parce que ça ne fait pas sérieux, je ne sais pas plus. Un, ce qui est sûr, c'est que généralement, c'est secondaire à une agression virale. Deux, l'articulation de la hanche est la plus souvent atteinte. Et si vous cherchez bien, vous allez parfois avoir des petits épanchements ailleurs. Et trois, au niveau des hanches, vous avez souvent un petit épanchement contralatéral. Donc il y a une expression uniarticulaire. Et si vous cherchez bien, vous avez souvent une expression multi-articulaire. D'accord ? Mais minime. Si vous cherchez, vous allez finir par trouver. Alors, la synovite aiguë transitoire, c'est un épanchement anéchogène et les radiographies, lorsque vous réalisez, sont normales. L'évolution est de la résolution complète du signe, parfois avec une récidive. Cette résolution des signes elle est favorisée par les anti-inflammatoires et par l'immobilité. Et pour être honnête, l'immobilité, c'est encore le meilleur moyen. Et le problème, le petit cornichon, il n'a pas envie de passer 2 jours, même si vous lui donnez des tas de cassettes, des tas de CD, des tas de trucs jeux, il va s'en mettre à bouger. Et donc, le problème principal, c'est que fait maman, que font papa pour le garder tranquille à la maison. Si j'insiste sur le fait que c'est pas spécifique, il y a une équipe, si vous cherchez ça va être dans le journal de radiologie, il y a quelques années, l'équipe de Saint-Vincent-de-Paul, avant que Saint-Vincent-de-Paul disparaisse, et les radiologues sont toujours vivants d'ailleurs, avait bien montré que l'échographie, dans le cas des suspicions de synovite aiguë transitoire, pour eux était un élément qui était faussement rassurant. Et ils prenaient dans leur série, ils montraient dans leur série que toute une série de patients, c'était pas négligeable, il y en avait 6-7 je crois, qui venaient pour une suspicion de synovite, parce qu'on avait dit qu'il y avait un épanchement, on s'était arrêté au diagnostic de synovite. Et pour autant, il y avait des signes importants, ils avaient de la fièvre, cet épanchement était un peu échogène, mais pas toujours, et ces enfants avaient des véritables arthrites bactériennes. Et le fait d'avoir dit, bon, il y a un épanchement, c'est une synovite, non. Il y a un épanchement, ça veut dire que la hanche est malade. Et ce n'est pas une synovite aiguë transitoire. Okay. Donc, eux disaient, ne faites pas d'échographie parce que vous allez être faussement rassurés. Ok. Alors, vous voyez que la sémiologie de l'épanchement, elle est propre à la synovite, mais ça va être là exactement la même pour l'ostéochondrie. Autrement dit, la maladie de l'hypertestalvé, autrement dit, l'ostéonécrose de la tête fémorale. Ça va être la même sémiologie d'épanchement. Le seul élément, c'est qu'il faut que vous pensiez à regarder la tête, parce que la tête sera normale de façon radiologique et échographique au début de la maladie. Et par contre, cette tête, dans une maladie évoluée, va être modifiée, et vous allez le voir à l'échographie. Alors, je ne vous dis pas de faire le diagnostic d'ostéochondrie à l'échographie, je vous dis simplement, regardez la tête, et parfois vous vous direz, oui, la tête est anormale, voyons donc sur la radiographie. D'accord ? Quant à l'épiphysiolyse, sincèrement, vous oubliez. Vous avez un diagnostic de douleur de hanche répété chez un grand depuis 10-12 ans. Vous pouvez faire une échographie si vous voulez, mais vous devez surtout faire une radiographie. On rappelle que l'épiphysiolyse, le glissement de la tête fémorale sur le col, c'est une urgence diagnostique et surtout thérapeutique. Alors, 4 ans, douleur de hanche gauche, récurrente depuis 4 semaines, vous avez réalisé une échographie, qu'est-ce que vous voyez ? Répondez-moi. Un épanchement à gauche, on est d'accord. Un épanchement intra-articulaire anéchogène. On va rajouter un échogène pour se rassurer. D'accord ? Donc attention, c'est peut-être une bactérienne débutante. Hein. Bon, qu'est-ce que vous voyez d'autre ? Ben, ce qu'on a vu tout à l'heure, vous le voyez parfaitement, c'est l'épaississement de la synoviale. D'accord ? Qu'est-ce qu'on a raté ? Ouais. D'accord ? Vous voyez ici une ossification de la tête qui est ici normale, ici sous la forme de petits points ponctués. En fait, c'est une ostéochondrie. D'accord ? Donc, regardons tout systématiquement. Bon, ça fait il a eu plusieurs épisodes, ça fait 4 semaines, on n'est pas dans l'épisode unique isolé de la synovite aiguë transitoire. Donc, je vous rassure, pour ceux qui ne connaissent pas la pédiatrie, ne pas faire le diagnostic de l'ostéochondrite de hanche au début, on s'en fout. C'est une maladie qui va durer des mois
et des années à se reconstruire. La première thérapeutique, c'est rien faire, puis après, éventuellement, lever l'immobilisation, mais surtout, c'est s'assurer que la tête fémorale est en place, qu'elle se reconstruise progressivement. Donc vous ne faites pas le diagnostic d'ostéochondrie de l'ange, ça n'est pas grave, vous avez l'air d'un cornichon, mais le pronostic de l'enfant n'est absolument pas modifié. Okay, à l'inverse de l'épiphysiolyse, vous ratez une épiphysiolyse, là par contre on vous en voudra parce qu'on va avoir cette fois-ci une conséquence importante sur la vascularisation de la tête. C'est clair, hein? Bon, un peu d'humilité, oui, bah c'est vrai que c'est pas plaisant quand on vient vous voir en disant que tu as raté une ostéochondrite, mais pour l'enfant, ça n'a pas changé grand-chose dans la prestige. Bon, là, je vous ai mis la confirmation radiologique de cette ostéochondrite, avec effectivement un aspect d'ossification qui est totalement différent au niveau de la tête fémorale gauche par rapport à la tête fémorale droite, une tête qui a eu un point d'ossification qui est moins important, qui commence à être un peu fragmentée. C'est une ostéochondrite au début. Et soyons honnêtes, ça fait, quand je dis au début, il est malade depuis plusieurs mois. Hein, puis ça va se fragmenter, puis après ça se réossifiera, et ça sur des années. Ok, donc ça, vous allez en faire beaucoup. On va vous en demander beaucoup. Nous, on en fait de moins en moins. Parce que dans les boiteries, on a cette démarche qui est de dire premier épisode de boiterie égale sûrement synovite, égale on ne va pas se précipiter, c'est clinique, et on ne lui fait même pas d'échographie. Par contre, si la douleur persiste, s'il y a des signes cliniques associés bizarres, à ce moment-là, on a fait une échographie. On a, nous, avec cette attitude, au cours des 4 dernières années, divisé par 4 ou 5 le nombre d'échographies de hanches en urgence que l'on faisait. Et quand je dis en urgence, c'est jamais une urgence nocturne. D'accord? Vous n'allez pas faire venir un radiologue parce que vous pensez à une synovite aiguë transitoire. Ça va être totalement différent de ce que j'ai là, qui est la suspicion d'infection. Là, on est véritablement dans la prise en charge en urgence du patient. Alors, les infections ostéo-articulaires, elles sont fréquentes. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une urgence thérapeutique, puisque le but, c'est de faire un traitement antibiotique adapté, donc guidé. Pour avoir cette antibiothérapie guidée, il va falloir avoir un germe. Et toute la discussion qu'il va y avoir, c'est comment avoir ce germe. Ces infections, elles ont un risque de séquelles importantes, soit parce que c'est une infection qui touche le cartilage de croissance, soit parce que c'est une infection qui touche l'articulation proprement dite. C'est qui est dit qui est l'atteinte du point d'ossification. Les tableaux cliniques et biologiques sont parfois trompeurs. Aujourd'hui, quand vous regardez la littérature, vous voyez que la référence, je reviendrai à la bactériologie, la référence c'est l'IRM, mais on va voir que l'échographie au quotidien peut vous aider, vous et votre orthopédiste, qui vont prendre en charge cet enfant. La question qui se pose, c'est une urgence thérapeutique, il faut le mettre sous antibiotique. Aujourd'hui, on va vous dire, mais je ne le mets pas sous antibiotique si je n'ai pas de gel. Alors, vous n'avez pas 36 000 façons d'avoir le gel. Première façon, regardez s'il y a une porte d'entrée. Généralement, vous n'en avez pas. Sauf s'il a une éruption qui s'est suraffectée, et qu'il a des tas de lésions cutanées suraffectées, là vous avez peut-être un endroit, un point d'appel. Donc généralement, le point d'appel extérieur, vous ne le trouvez pas. Deuxième point, les hémocultures. Il se trouve que dans les grandes séries, vous vous rendez compte que ces hémocultures, elles vont être même pas dans la moitié des cas positives. Troisième point, aller ponctionner. Et là, vous avez deux attitudes. Certaines attitudes qui existent encore en France, et là c'est des questions d'organisation. Il a mal au coude, il a mal à la hanche. Et bien ce que je fais, c'est que je ponctionne sa hanche, je ponctionne son articulation, sa métaphyse, et je mets en culture. Cette attitude, qui est une attitude qui continue dans le monde entier, dans l'Europe, et le problème, c'est qu'elle est là encore avec un résultat qui est un résultat relativement mauvais, c'est-à-dire avec 60-70% de germe. Pour essayer d'améliorer cette recherche du germe, c'est là où l'échographie devient très intéressante. Qu'elle va vous permettre de dire oui, c'est vraiment là qu'il est malade, et vous allez guider l'orthopédiste et son geste de ponction. Vous allez lui dire c'est dans l'articulation, c'est dans le sous-le-période, c'est dans la métaphyse. Et donc ça va l'aider, et on voit très bien que dès que l'échographie qui permet de guider la ponction, orienter la ponction, il ne s'agit pas forcément d'être là quand il ponctionne, hein. Il suffit de faire une croix, généralement c'est
c'est sous la peau, il n'a pas besoin que vous le guidiez. Hein, aujourd'hui, cette idée que tout geste doit être guidé par l'échographie est une aberration. Il faut revenir à la clinique. Il y a un patient qui a mal à l'extrémité distale du radius, vous lui dites qu'il y a un abcès sous périosté, vous faites une petite croix, il peut fonctionner sans avoir besoin de s'encombrer avec un échographe. Ok ? Il a besoin de voir dès qu'on met une aiguille aujourd'hui. Je sais que vous avez besoin d'être rassuré, mais c'est quand même assez délirant. Donc, on a bien vu que l'échographie pouvait prendre tout à fait sa place, même si l'IRM est le gold standard, l'échographie, pour nous, peut prendre sa place. Ça veut dire quoi? Elle oriente le diagnostic en urgence. Ça confirme que c'est vraiment telle articulation ou tel os qui est malade. Deuxièmement, après avoir localisé, elle guide la ponction chaque fois qu'on voit une collection. Et c'est en guidant la ponction que vous allez améliorer le score de recherche bactériologique. Ça contribue éventuellement à la décision thérapeutique, c'est-à-dire que si je mets en évidence une collection, le chirurgien va décider est-ce que je me contente de ponctionner pour chercher du germe ou est-ce que je vais essayer de le drainer, de le vider, voire de le drainer, et éventuellement, si je décide de le drainer, est-ce que je vais simplement le ponctionner et mettre un petit cathé ou est-ce que je vais faire une arthrotomie? Aujourd'hui, nos orthopédistes nous demandent, dans toutes ces pathologies ostéo-articulaires, d'avoir ces informations pour après guider leur geste thérapeutique. Ces échographies d'infection, il faut être prudent. Donc, c'est en collaboration avec votre médecin et en particulier avec l'orthopédiste qui va prendre en charge l'enfant. Une première échographie normale n'élimine pas une pathologie débutante. Ce qui veut dire qu'il faut accepter de refaire l'examen en fonction de l'évolution de la sémiologie. Troisièmement, il faut que vous ayez l'habitude de travailler avec votre orthopédiste. Qu'il ait confiance en vous et que vous ayez confiance en lui. Ok? Mais ça, c'est simple, ça s'appelle du fonctionnement médical. La sémiologie de ces infections, on va la voir là. Alors cette sémiologie repose essentiellement sur une sémiologie de collection. Là, je vous ai mis une collection sous périostée. Vous vous souvenez? On avait vu, je vous ai remis ici notre périoste normal, hein, avec la corticale et la petite zone hypoéchogène du périoste. Vous voyez ici? C'est un aspect normal. Ici, vous n'avez aucun problème pour montrer que le périoste est surélevé, décollé de la corticale hyperéchogène qui est ici, par une collection échogène. Vous avez fait le diagnostic en l'espace de 10 secondes d'une collection sous-périostée. Vous marquez la peau à cet endroit-là et ils vont pouvoir fonctionner pour avoir une preuve bactériologique. Alors parfois c'est un peu plus compliqué, vous voyez que comme par ici, l'épanchement est moins abondant. Le décollement est moins marqué. C'est là où vous allez avoir des problèmes si vous n'en faites pas souvent, donc vous allez le comparer gauche-droite. Mais là encore, ça suffit à dire, écoute, tu vas faire des fonctions, si tu tapes là, tu as plus de chances d'être positif dans le résultat biologique et bactériologique. D'accord? Donc, on a une collection sous périostée, notre marqueur, c'est la visibilité du décollement du périoste. On peut avoir des épanchements intra-articulaires ou des parties molles. Radiographie, impotence du membre supérieur droit, douleur à la mobilisation. Radiographie, cette radiographie a été interprétée comme normale. En France, aujourd'hui, nos suspicions d'ostéoarthrite viennent suffisamment et tellement tôt que les radiographies sont dans la majorité des cas normales. Ça serait autre chose si j'étais en Afrique ou au sud de l'Algérie. D'accord? Mais nos ostéomyélites, ostéoarthrites chroniques, avec des lésions osseuses visibles initialement, on en a pratiquement plus chez nous. Donc, on va faire une échographie. Il a vraiment son importance. Qu'est-ce que je vois à l'échographie? Eh bien, je vois, doublant ici la face postérieure de la scapula, eh bien, un épanchement échogène, hétérogène. En fait, c'est un abcès du sous-épineux après une vaccination. Mais c'est bizarre, on vaccine pas là, je comprends pas. Voilà. Je vous le dis, c'est tout. Je constate qu'il avait été vacciné là.
C'est tout. Bon, voilà. Bon. Et effectivement, on ne s'attend pas à ce que ça soit là qu'on se retrouve avec un. Voilà. OK. Donc, je vous rappelle que ces infections, elles peuvent être par contamination directe. Et là, tous les gestes avec des aiguilles interviennent. Mais surtout, elles sont par contamination hématogène. D'accord ? Bien que les hémocultures soient souvent négatives. L'épanchement intra-articulaire, je vous ai mis ici, vous connaissez bien les échos de hanche, j'ai essayé de me mettre dans la même situation pour ce nouveau-né, pour ce nourrisson, dans la même situation que la coupe habituelle de luxation de hanche. Vous voyez ici que la tête fémorale de cette hanche-là est éloignée du fond du cotyle par un épanchement qui est échogène. Vous voyez que cet épanchement échogène, il a même éloigné la tête fémorale du toit du cotyle et se poursuit ici en dehors. D'accord ? Donc là, on n'a aucun problème à faire le diagnostic d'ostéoarthrite de hanche. C'est un enfant qui, dans un service de réanimation, avait des douleurs à la mobilisation. Là, on est typiquement dans la dissémination hématogène, là en l'occurrence sur cathéter. Dernier point que je voulais voir avec vous, c'est un autre enfant qui a des douleurs à la mobilisation. C'est une échographie, un enfant qui vient un peu plus tardivement. Comme vous le voyez sur la radiographie, il y a une petite lise osseuse au bord médial de l'extrémité supérieure de l'humérus, on regarde de la métaphyse. Lorsque vous faites une échographie, qu'est-ce que vous voyez ? Eh bien, vous voyez le trou dans l'os. Vous voyez la solution de continuité osseuse, puisqu'on voit ici que notre faisceau d'ultrasons pénètre dans la métaphyse. Et donc vous avez bien ici, à l'échographie, l'équivalent de la lacune qui était visible sur la radiographie. Et on voit que cette lacune, cette image ici de modification du cartilage de croissance, s'étend entre la métaphyse et l'épiphyse. OK ? Donc il nous arrive de voir des lésions osseuses, généralement, c'est dans les affections qui durent depuis plus longtemps, vu plus tardivement. Alors, si vous allez dans la littérature, vous avez des tas d'articles qui vous disent qu'il faut faire un Doppler. Sincèrement, j'en vous dis. Pourquoi ? Bon, oui, je vais avoir effectivement une hyperémie. D'accord, ça m'aide, mais comme toute la sémiologie m'aide. Certains ont dit, mais tu peux guider, surveiller à l'échographie, voir la diminution de cette hyperémie, de cette hypervascularisation dans le temps qui prouve l'apport de l'antibiothérapie. Sincèrement, quand vous regardez, ce qui va compter, c'est l'évolution clinique. Là, de toute façon, votre antibiothérapie elle va être prolongée, donc je pense que cet élément-là est un mauvais élément. Par contre, ça m'intéresse beaucoup plus à la phase aiguë, puisque vous voyez qu'ici, à la phase aiguë, avant même qu'il y ait la collection, il y a l'hyperémie en regard de la réaction périostée. Là, ça me permet, au moment du diagnostic, d'être un démarqueur de plus qui me permet de dire c'est là que c'est malade. D'accord ? Et dans le suivi de l'évolution, sincèrement, alors bien sûr, quand vous voyez une hyperémie avec une zone avasculaire, vous avez tendance à vous dire là, il y a du pus. Mais là encore, le Doppler, il est là comme un élément sémiologique supplémentaire, mais pas plus. Et vous allez toujours allumer votre Doppler, parce que vous allez toujours, quel que soit l'organe exploré, vous dire que peut-être que l'analyse de la vascularisation va être un élément. On va en parler tout à l'heure sur les tumeurs. OK ? Je termine sur les infections, tout simplement pour vous rappeler, une échographie normale n'élimine pas le diagnostic. Faites-en, forcez-vous à le regarder. Vous qui faites des échos de hanche éventuellement, regardez un peu le fémur, habituez-vous à voir la sémiologie osseuse. Et puisque vous faites une écho de hanche, ça ne vous coûte pas cher de descendre au niveau ne serait-ce que du genou. Ça vous permettra de voir une autre articulation et de voir un petit peu cette sémiologie. D'accord ? Alors, je vais être très rapide. Les malformations sont rares. Elles sont rares, d'autant plus rares aujourd'hui, les malformations ostéo-articulaires, que je ne sais pas pourquoi, je sais pourquoi, par rapport à ce que j'ai connu lorsque j'ai commencé la radiopédiatrie, c'est que je n'en vois plus parce qu'elles ne sont plus vues. Parce qu'elles sont vues en anténatal, et bizarrement, elles ne sont plus là à la naissance.
Donc je vous rappelle que la plupart de ces malformations ne sont pas des malformations qui mettent en jeu le pronostic vital. Il ne reste pas moins que dans une consultation d'orthopédie ou dans un service de radiopédiatrie, on voit pratiquement plus ces malformations localisées des membres. C'est donc bien qu'il se passe quelque chose en amont. Je vous laisse réfléchir au phénomène de société. Mais je constate quand même que là, on ne parle pas de malformations, qui étaient des malformations qui mettaient en jeu le pronostic vital. Alors, il faut quand même que vous en connaissiez un mot. C'est toujours, de toute façon, pris en charge après en milieu spécialisé. L'échographie est souvent couplée à l'IRM qui nous permet d'avoir un bilan morphologique cartilagineux plus important. Mais souvent, on va faire un petit examen d'écho supplémentaire pour essayer d'analyser des structures. Alors, la composante cartilagineuse, on peut vous la demander, ça dépend de vos orthopédistes, dans le pied beau, dans les hypoplasies fémorales, dans les anomalies congénitales du genou. Je ne vais pas vous détailler tout ça. Je vous dis simplement, 1, réfléchissez à ce que je vous ai donné comme sémiologie. 2, faites des études dynamiques. Je vais vous montrer 2-3 cas, où par exemple ici, on a nos collègues de Rennes, il n'y a pas de gens de la Bretagne ici, qui ont développé l'échographie dans le pied beau, l'échographie du pied du nourrisson. C'est effectivement intéressant pour les orthopédistes qui prennent en charge ces pieds beaux et qui considèrent, eux, que ça leur permet de mieux voir l'évolution dans le temps des rapports osseux cartilagineux, puisque c'est des cartilages, des os du tarse. Il se trouve que quand vous regardez, il y en a relativement peu qui en font en France. Je vois dans mon institution, on l'a développé, mais finalement, ça dépend. On n'a qu'un seul correspondant qui s'y intéresse, c'est-à-dire un des orthopédistes. Donc c'est difficile de maintenir une compétence permanente pour une personne qui voit un patient de temps en temps. Donc là, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de ne pas vous lancer là-dedans. Je voulais simplement vous dire qu'on voit que tous nos collègues, dès qu'il y a besoin, arrivent à développer une sémiologie très simple. Ça, c'est une coupe qui est une coupe sagittale postérieure, passant par le tendon d'Achille du pied. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit le tibia, le talus, le calcanéum normal, chez le patient normal. Et nos collègues qui ont bien développé la sémiologie montrent que dans le pied beau varus équin, le talus est projeté en avant, et que vous aviez avant un alignement calcanéum-talus, et que là, le talus étant projeté en avant par rapport au tibia et au calcanéum. Donc ces éléments sémiologiques sont des éléments simples. Alors ça devient plus compliqué quand ils vous disent, faites donc une coupe médiale axiale, où là on voit cette fois-ci le naviculaire, qui par rapport au normal est excentré. Mon naviculaire il est là, vous voyez ici qu'il y a ici le tibia, le naviculaire est là, là le tibia est là, et le naviculaire est excentré, rejeté dans la partie médiale par rapport au cubeus et au tibia, excusez-moi. Tout ça pour vous dire, c'est possible de le faire. Si vous avez des correspondants, vous pouvez les aider pour répondre très précisément aux questions qu'ils vous posent. Et n'en faites pas si vous n'avez pas l'habitude d'en faire, c'est évident. Là, je vais vous donner un autre exemple qui est là pour ceux qui sont en maternité. Vous avez des gens qui naissent avec des hypoplasies fémorales. Les hypoplasies fémorales, on en voit de moins en moins. Alors, pourtant, au diagnostic anténatal, vous en voyez. Donc, il se passe des choses entre les deux. S'il y a un enfant qui naît, la première question qui se pose à sa naissance, du point de vue pronostic, pour l'orthopédiste qui va le prendre en charge, il n'a que 2 questions. Premièrement, est-ce qu'il y a une tête fémorale? Deuxièmement, est-ce qu'il y a une continuité entre la tête fémorale et le fémur? Puisque toute son attitude thérapeutique va dépendre de ces 2 questions très simples. Sur la radiographie, ça se traduit par un fémur plus court et qui est ascensionné. La question c'est, y a-t-il une tête et est-elle en continuité avec ce fémur? À l'échographie, vous pouvez répondre en l'espace de 10 secondes. Bien sûr, on pourrait faire une IRM. On peut faire une IRM pour essayer de comprendre la continuité. Bon, on peut toujours. Vous voyez, entre cette tête et ce tibia. Et à l'échographie, en l'espace de 10 secondes, vous répondez parfaitement, tête ou pas tête. Là, en l'occurrence, sur cette hypoplasie, il y avait une tête. Et en mobilisant le genou, c'est quand même simple, c'est à la portée de n'importe qui. Donc vous pouvez le faire avec votre orthopédiste. Vous voyez tout de suite en mobilisant le genou, si en mobilisant le genou, vous faites tourner la tête ou pas. Si quand vous mobilisez le genou, la tête ne bouge pas, c'est qu'il y a bien une solution de continuité. Ces 2 éléments sont importants pour l'orthopédiste. Donc vous voyez que vous pouvez le faire tout à fait à la maternité avec votre collègue, parce que l'orthopédiste va devoir tout de suite expliquer aux parents quelles sont les stratégies thérapeutiques employées. Et ces 2 éléments sont des éléments fondamentaux. Il y a une tête en continuité, on est rassuré. On va beaucoup bricoler, mais on est rassuré. Il n'y a pas de tête,
on sait qu'on aura de toute façon un problème de mobilité articulaire. D'accord? Donc un problème fonctionnel. Là, je vous ai mis un autre exemple. Il y a, pour ceux qui sont en maternité, on vous dit il y a des luxations congénitales du genou. C'est des choses qui arrivent, qui sont des luxations liées à une atteinte du pivot central. Généralement, il y a une hypoplasie de la rotule associée, mais surtout, il y a une hypoplasie ou une absence du pivot central qui fait que le genou a cette luxation à la naissance. Ça, une laxité, c'est exceptionnel. Quel est l'intérêt de l'échographie, sincèrement? On peut toujours discuter de l'intérêt de l'échographie. Sur cette échographie, qu'est-ce qu'on voit? Ben là, c'était dans le temps jadis, j'ai pris un cas volontairement pour vous montrer l'échographie en regard d'une arthrographie. Là, il y a une arthrographie qui a été réalisée. On n'en fait plus, mais pour vous montrer la sémiologie, on voit bien à l'arthrographie ce glissement antérieur du plateau tibial par rapport sur cette incidence de profil par rapport au condyle. Eh bien, vous avez exactement la même chose sur l'échographie, où vous voyez le glissement antérieur du plateau tibial, de l'épiphyse ici, par rapport à l'extrémité inférieure du fémur qui est là. Ici, on a fémur, métaphyse, épiphyse, tibia, métaphyse, épiphyse. Ici, le fémur est resté en bas, le tibia est venu monter en avant, sur la simple condivisation. Donc vous avez bien fait le diagnostic ici de luxation. On va y revenir tout à l'heure, vous voyez qu'il faut le connaître, j'étude sur les études biométriques, je passe, je ne veux pas vous ennuyer là. Je vous dis simplement, c'est compliqué déjà de voir, dès que vous vous mettez à mesurer les distances et surtout des angles, vous allez vous planter. Nous, notre orthopédiste nous a demandé de faire des abacs, d'évolution de l'angle de la trochlée en fonction de l'âge. Sincèrement, je pense qu'il n'y a qu'une seule personne, ou deux personnes dans toute ma région qui est capable d'échanger des choses avec moi. Parce que moi, je sais très bien les erreurs que je peux faire. Et donc, il y a deux personnes qui sont capables d'avoir une analyse critique de ce que je fais. Donc, dans ces cas-là, il ne vaut mieux pas le faire. Parce que les autres vont vous vendre, vont avaler comme des paroles d'évangile ce que vous allez leur dire, et ils ne savent pas que vous êtes capable de dire des bêtises. D'accord? Donc, ne mesurez pas de choses. Ou si vous mesurez, il faut que vous soyez hyper spécialiste. Les angles, abandonnez. Il y a trop de variations techniques. Ou alors vous êtes spécialiste, et tant mieux. Alors, la pathologie tumorale, vous abandonnez. Oui, il y a une bouboule. Oui, vous pouvez faire une échographie. Non, vous n'apporterez pas beaucoup d'éléments. Non, ça ne dispense pas de faire une IRM. Toute pathologie tumorale des parties molles de l'os nécessite une IRM avant tout geste de ponction. Donc je ne devrais pas vous parler d'échographie. Je ne devrais pas, pourquoi? Parce que certains se contentent de l'échographie. Grâce à l'échographie, la ponction est guidée. Dans la majorité des cas, s'il y a une ponction à faire, dans la majorité des cas, tout se passe bien. Mais si on découvre à l'histologie c'est une pathologie tumorale, on a biopsié cette tumeur, pas forcément avec la meilleure voie d'abord, avant d'avoir un bilan complet. Donc on a fait une erreur thérapeutique et on n'a pas un bilan initial. Donc toute la prise en charge de cette tumeur des parties molles, de cette tumeur osseuse, va être modifiée et rendue plus complexe par le fait qu'on n'ait pas eu ce bilan initial. D'accord? Alors bien sûr qu'on peut faire des échographies. Mais les échographies, elles vont servir à quoi? Préciser la topographie osseuse ou extra-osseuse. On préciser l'extension, mais tout ça je l'aurais très bien dit. Sa caractérisation, aucune spécificité. Bien sûr, si c'est liquidien, si c'est à la face antérieure du carpe, ou si c'est à la face postérieure dans le creux poplité, je vais faire un diagnostic de kyste synovial, bien sûr. Mais c'est pas ça le problème. Là, celui-là, je ne veux pas lui faire d'IRM. Je parle d'une tumeur, une masse charnue. On a tous fait des diagnostics de lipomes qui se sont révélés être des liposarcomes. D'accord? Soit, cliniquement, c'est pas inquiétant, on ne lui fait rien. Soit c'est inquiétant et on décide de faire quelque chose. Certes, vous pouvez faire une échographie, mais il faudra, avant de faire tout geste, faire une IRM. Ok? J'insiste là-dessus parce qu'aujourd'hui, il commence à y avoir des procès sur des ponctions intempestives avant bilan complet. Bon, kyste poplité, oui, masse cervicale, adénopathie, oui, ça oui, on peut faire. On perd du temps, hein. On garde, on perd beaucoup de temps avec ces adénopathies qui ne nécessitent rien du tout. Ça se mange beaucoup de temps.
Ok. Je voulais vous montrer quand même pour les tumeurs qui nous intéressent plus des parties molles. Les plus fréquentes, ce sont les hémangiomes. Les hémangiomes, je ne vais pas vous faire un cours de pédiatrie, mais c'est une tumeur de nature vasculaire qui apparaît dans les premières semaines de vie, ou qui est présente à la naissance, qui va augmenter et qui va régresser par la suite. On ne leur fait rien du tout, on les surveille, et c'est exceptionnel qu'on soit obligé de les prendre en charge par des thérapeutiques, soit médicamenteuses, soit autres. Et donc ces hémangiomes, c'est un diagnostic clinique. Si vous faites une échographie, c'est pour dire simplement, je t'ai mesuré la distance, c'est hypervascularisé, mais vous ne faites pas de diagnostic. Hein, parce qu'on a tous des cas d'hémangiome, où les gars ont dit hémangiome, 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 ça a poussé, ça a poussé, ça a poussé, et comme l'échographiste avait dit hémangiome, eh bien, on a malheureusement pris en charge trop tardivement une tumeur qui évoluait de façon totalement inhabituelle par rapport à un véritable hémangiome. Ok ? Bon, vous avez les malformations vasculaires, je ne vais pas y venir. Là, par exemple, oui, sur cette échographie pour une tumeur osseuse, on a fait une échographie de cette exostose, non pas pour voir l'exostose, mais parce que l'orthopédiste vous demandait où est l'artère, où sont les nerfs, et si vous connaissez bien l'anatomie, vous pouvez l'aider en préopératoire immédiat et dire, bon, voilà exactement quel est le rapport. Mais c'est tout. On est vraiment en dehors des autres bilans, dans un bilan préopératoire. Donc, je vous rappelle, pour les masses solides des parties molles, l'échographie est rarement contributive. Le bilan, c'est un bilan d'IRM. Je vais vous montrer juste 2 diapositives qui montrent ici ces 2 échographies de masse de la face latérale du genou. Vous avez un fibrosarcome et un amartome, une tumeur bénigne et une tumeur hautement maligne. Je suis incapable à l'échographie de vous dire quoi que ce soit, si ce n'est bouboule. Donc si vous faites une échographie pour répondre bouboule à bouboule, ça n'a pas grand intérêt. Sauf que vous dites, oui, c'est bien dans les parties molles. D'accord ? C'est tout. Le message est clair, parce que quand vous voyez la littérature, vous allez avoir des tas de choses. Je vais m'arrêter sur, j'en ai pour 2 minutes pour vous parler de la pathologie tumorale. La pathologie traumatique, excusez-moi. C'est la pathologie la plus fréquente en pédiatrie pour ce qui est de l'ostéo-articulaire. L'échographie reste limitée, pour une bonne raison, c'est que la radiographie est souvent parlante, et qu'on a un problème de compétence immédiate de quelqu'un capable de faire une échographie poussée en ostéo-articulaire 24 heures sur 24. Que ce soit en radio ou aux urgences, c'est difficile de développer cette compétence. Je dis 24 heures sur 24 parce qu'on a tous nos spécialistes. Il s'agit que ça marche tout le temps. Et c'est pour ça que l'écho tarde à se développer. Il faut avoir quelqu'un compétent tout le temps. La radio est suffisamment parlante. Les insuffisances de la radio, c'est essentiellement un cartilage. Donc c'est là où l'échographie peut vous aider. D'accord ? Donc chez le tout petit. Alors bien sûr, si vous faites une échographie des traumatismes, vous avez le site direct, vous pouvez voir ici, il y a incontestablement, sur cette tubérosité tibiale antérieure, une solution de continuité avec un décalage du plateau tibial. Donc il y a une fracture, mais je n'ai pas besoin de faire l'échographie pour la voir. Donc j'ai une solution de continuité, je peux avoir des signes indirects avec un épanchement, un hématome sous périostée, un déplacement, mais tout ça, soyons honnêtes, je peux les voir à la radio. Ici, vous avez un déplacement osseux, d'accord ? Ici, vous avez une petite solution de continuité sur un bout d'os. Là, il s'agissait d'une fracture du crâne. Bon, comme on a pris l'habitude de faire des échographies au crâniosténose, on connaît bien maintenant notre sémiologie, mais sincèrement, je ne vais pas faire une échographie en urgence pour savoir s'il y a une fracture du crâne à l'enfant. Est-ce qu'il a un signe neuro, est-ce qu'il n'a pas de signe neuro, est-ce que je fais un scan, est-ce que je ne fais pas de scan? C'est ça la vraie question. D'accord. Donc on peut les voir. Alors bien sûr, c'est compliqué parfois. Là, vous voyez, c'est une fracture, une mode de beurre. Sur la radio, on voit le petit décalage, tout petit. À l'échographie, ça c'était en bas l'aspect normal que je vous avais montré avec l'aspect ondulé de la corticale. D'accord. Ici, par contre, on a un petit hématome qui refoule le périoste en regard de la fracture. Alors, pour être honnête, si vous êtes un très bon urgentiste, vous pourriez très bien, dans les traumas du poignet, passer du temps à faire des échographies pour rechercher ces modes de beurre. Et soyons honnêtes, vous allez gagner du temps, et c'est pas beaucoup de rayons sur un poignet, que de faire une radiographie. Donc si vous avez du temps à perdre, faites une échographie systématique, et si vous avez la compétence 24 heures sur 24, sinon vraiment, la radio du poignet en question de risque radique, elle n'existe pas. D'accord ? Donc, si vous êtes content d'avoir des radios, continuez à avoir des radios pour ça. Je vais terminer par celui-là parce que
Parfois, c'est plus complexe, et c'est là où les orthopédistes nous demandent. Par exemple, ici, c'est un coude. C'est un coude, c'est une échographie du coude. On se demandait s'il y avait une fracture qui n'était pas visible. L'échographie, par voie postérieure, donc c'est une coupe qui est une coupe de l'extrémité distale de l'humérus par voie postérieure, montre l'épanchement intra-articulaire. Je vous ai mis ici avec la petite flèche, qu'on voit déjà sur la radio. Et surtout, regardez ce que montre l'échographie. Ça montre parfaitement qu'il y a certes, cet enfant a certes un cartilage de croissance, mais qu'il a une solution de continuité dans la métaphyse. Et cette solution de continuité dans la métaphyse, il s'agit bien d'une fracture saltaire type 2. Donc ça peut aider dans un certain nombre de cas. Et surtout, là, si on en fait nous, c'est pas tellement pour voir la fracture, c'est pour aider le chirurgien quand il a une interrogation sur le déplacement des différentes pièces, en particulier cartilagiques. C'est dans ces cas-là qu'on les fait. Et uniquement dans ces cas-là, et dans ces cas-là, on peut être amené à les faire éventuellement au bloc opératoire avec eux. Et je reviens à mon petit genou de tout à l'heure. Je vous ai dit, vous pouvez éventuellement faire le diagnostic de luxation congénitale du genou. Je vous ai dit, faites attention, c'est rare. Hein, c'est le nouveau-né. Ça, c'est un enfant qui est venu avec le diagnostic de luxation congénitale du genou. Ça ne collait pas. Ça ne collait pas du tout, parce qu'on ne comprenait pas qu'il est mal à la mobilisation pour une luxation congénitale du genou. Ça, c'est la radiographie 30 jours plus tard. Qu'est-ce qu'on voit? Il y a une apposition périostée, il y a un remaniement osseux, tout signe prouvant que cet enfant est en train de faire un câble. Donc sur cette radiographie, ça n'est pas une luxation, mais vraisemblablement une lésion traumatique. Comme le contexte clinique ne connaît pas, et qu'on avait pris l'habitude de développer ces échographies, qu'on savait ce que c'était qu'une luxation du genou, on a fait une échographie à la période néonatale, à son arrivée. Et regardez ce qu'on voit. Et c'est pour ça que je vous dis ce qu'il faut, et je vais terminer par ça, ce qu'il faut, c'est que vous preniez l'habitude de connaître votre sémiologie. Le premier jour, qu'est-ce qu'on voit? On voit tout simplement, ici, l'extrémité inférieure du fémur, ici, le plateau tibial, et vous voyez un décalage entre l'épiphyse tibiale et la diaphyse tibiale. Donc cet enfant, il n'a pas une luxation, puisque la luxation devrait se passer entre le condyle fémoral et le tibia, mais le déplacement se passe entre le tibia et le tibia. Il a donc bien une fracture, une solution de continuité au niveau de la métaphyse. Et donc cet enfant ne doit pas être pris en charge comme une luxation, mais il doit être pris en charge comme une fracture tibia, un saltaire type 1, lié aux manœuvres obstétricales. Donc, je prends cet exemple pour vous dire qu'une fois que vous avez pris l'habitude de vous dire « je connais l'anatomie », ça va, mais ça va pas, le fait d'avoir le plateau tibial qui est en avant de la corticale tibiale, même si vous n'avez pas l'habitude d'en faire beaucoup, vous pouvez dire « là, ça colle pas ». Ça colle pas avec ce que tu m'annonces d'un déplacement qui est épiphyse, alors que là, vous êtes épiphyse-métaphyse. Ce que je veux que vous reteniez de ce cours, c'est que vous ne pouvez pas connaître toute la pathologie. Revenez à la sémiologie élémentaire, revenez à ce que vous avez compris, de ce que vous avez expliqué, de votre expérience, et ça vous permettra souvent de dire « stop, on réfléchit, ça colle pas ». Certes, je ne suis pas un spécialiste de la cheville ou du genou, mais là, ça colle pas. Ok, j'ai terminé. Des questions? Pas de questions. On va étendre la fin de l'enregistrement. Il fait chaud, c'est moi qui... Il fait chaud. Je pense que c'est vrai.